Et nous prolongeons notre réflexion depuis Phnom Penh avec Raoul-Marc Génard. Bonjour monsieur, vous êtes fin connaisseur du Cambodge. Vous avez publié La politique étrangère du royaume de 1945 à 2020. Je vous remercie beaucoup de nous apporter votre éclairage aujourd'hui, alors qu'effectivement il y a à nouveau des événements qui ne sont pas très encourageants à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, donc depuis plusieurs jours. On va parler bien évidemment de ce conflit hérité de la colonisation, mais avant cela, pourquoi sommes-nous montés d'un cran en quelques jours? Je pense que l'information que vous venez de communiquer, c'est-à-dire la démission du Premier ministre et la convocation d'élections, fait le lien entre ce que depuis de nombreuses années on observe, c'est que quand il y a des tensions, des difficultés dans la politique intérieure thaïlandaise, ça rejaillit immédiatement sur la question de la frontière entre les deux pays. C'est une frontière qui a sa réalité juridique, laquelle est contestée par la Thaïlande, mais comme souvent dans beaucoup de pays du monde, quand on a des grands problèmes de politique intérieure, on trouve toujours un sujet extérieur pour rassembler, pour aiguiser les nationalismes, et c'est de cela dont il s'agit, avec aujourd'hui, avec cette démission du Premier ministre thaïlandais, une mise en lumière du lien entre le conflit et la politique, le conflit avec le Cambodge et la politique intérieure thaïlandaise, parce que quand même, il vient d'annoncer juste avant sa démission, pas de cessez-le-feu, pas d'accord de paix avec le Cambodge. C'est-à-dire qu'il utilise déjà les termes de sa future campagne électorale. Effectivement, c'est vrai qu'on a un ton belliqueux. On peut se demander aujourd'hui jusqu'où cette escalade peut aller, parce que l'escalade militaire, on le sait, c'est quasiment un mode de communication de la part des deux pays depuis des décennies. Je ne dirais pas que c'est un mode de communication du Cambodge, parce que il faut quand même réfléchir un petit peu quand on renvoie dos à dos un agresseur et un agressé. Qui sont les parties en cause? D'un côté, un pays très développé, dont la superficie et la population est considérable, qui a des moyens militaires assez importants, puisqu'il dispose des 3 armes classiques de toute armée, et de l'autre côté, un pays qui a rien de tout ça. Il y a une différence de 1 à 10, peut-on dire, entre le Cambodge et la Thaïlande. Quel serait donc l'intérêt du Cambodge de se lancer dans une aventure avec un adversaire qui est aussi puissant dans le domaine économique, dans le domaine de la population et surtout dans le domaine militaire? Il y a un vieux proverbe latin, à qui le crime profite. Eh bien, le crime profite aux nationalistes thaïlandais, parce qu'il faudrait un court instant prendre un peu de distance par rapport aux événements et s'inscrire dans la longue durée. La longue durée, c'est une histoire qui commence au XIIe siècle, où les Siamois, puisque c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, ont entrepris la conquête du royaume khmer. Toutes les capitales successives du Cambodge, de ce royaume khmer, ont été occupées par les Siamois. Ce qui a arrêté cette avancée, c'est la colonisation française. Au début du XXe siècle. C'est la protection française qui a mis fin à une aventure dont, dans mes recherches pour ma thèse de doctorat, j'ai trouvé l'illustration la plus éclatante, c'est-à-dire une carte imprimée en Chine, mais où il n'y a plus de Cambodge et où la frontière, c'est le Mekong, la frontière entre la Thaïlande, enfin le Siam de l'époque, et
l'Annam, le Vietnam d'aujourd'hui. Mais Raoul-Marc Génard, on entend dire effectivement qu'à l'origine de ces conflits successifs depuis des décennies, il y a effectivement ce tracé de frontières contemporain, si je puis dire, en tous les cas initié par la France. Est-ce que c'est réellement le cas? Alors, il faut préciser, en 1907, le Royaume du Siam et la République française signent un traité. Un traité dont la volonté est de mettre fin aux incertitudes quant à la frontière commune entre le Cambodge, protégé par la France, et la Thaïlande. Une commission mixte se met au travail, c'est-à-dire des militaires des deux côtés, et aboutit à un tracé. Ce n'est pas le résultat d'une volonté française, c'est le résultat d'un accord commun de la France, parlant du Cambodge, et de la Thaïlande. Et pendant 50 ans, et la Cour internationale de justice l'a fortement souligné, pendant 50 ans, la Thaïlande n'a pas contesté du tout cette frontière. Il y a même eu plusieurs traités franco-siamois et puis franco-thaïlandais qui ont confirmé le tracé issu du traité de 1907. C'est après, une fois que le Cambodge, en 1953, a retrouvé son indépendance, que la Thaïlande s'est mise à contester cette frontière. Et je veux rappeler que pendant toutes les années pendant lesquelles le prince Norodom Sihanouk était le chef de l'État du Cambodge, mais à de multiples reprises, tout tenté pour que la Thaïlande reconnaisse l'intégrité territoriale du Cambodge, ce qu'elle a refusé. C'est ce qui a déjà provoqué notamment une rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Ce n'est pas le Cambodge qui revendique quoi que ce soit sur le plan territorial, c'est la Thaïlande. Mais il y a notamment, on en parle beaucoup, ce temple de Prévéar qui est extrêmement mal situé sur cette frontière. Il se retrouve au cœur des attentes et de ce conflit. Vous nous évoquiez ce rapport de force déséquilibré. C'est vrai qu'on touche au patrimoine, on touche à la culture, on s'attaque à la culture. Quelle peut être du coup la réponse des Cambodgiens? Vous parliez de cette différence entre agresseurs et agressés, mais malgré tout, est-ce que la population cambodgienne est capable de riposter elle-même, de se défendre face à cette tentative d'appropriation de ce qu'elle considère être son patrimoine? C'est son patrimoine et ça a été confirmé au moins à 2 reprises par la Cour internationale de justice. Ce n'est pas contestable. Maintenant, le Cambodge ne possède pas de force aérienne. Ce matin, encore, 2 villages, Chuk Chey et Prey Chan, ont été bombardés par des F-16 thaïlandais. Vous parlez du patrimoine monumental, il y a bien entendu le temple de Préavière qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il y a d'autres temples, dont celui de Tom Krasei qui a été anéanti par l'aviation thaïlandaise. C'est une agression manifeste des Thaïlandais qui non seulement violent le droit international, c'est-à-dire on ne peut pas agresser un pays voisin, mais en plus violent une convention sur la protection du patrimoine monumental. C'est vrai que les Cambodgiens, et les images que vous montrez pour le moment de populations qui fuient les combats en sont l'illustration, que les Cambodgiens n'ont pas la force militaire que peut déployer aujourd'hui la Thaïlande, qui en plus, sans scrupule, utilise des gaz toxiques et des bombes à sous-munitions, armes qui sont interdites par le droit international. Il y a 1 demi-million de déplacés selon les derniers chiffres. Ça concerne aussi bien les Thaïlandais que les Cambodgiens. C'est vrai que cette guerre, elle affecte aussi bien évidemment les Thaïlandais qui soutiennent cette position volontaire de leur gouvernement. Il y a un courant nationaliste très fort en Thaïlande, ce n'est pas nouveau, il s'est manifesté à plusieurs reprises, mais moi j'ai envie de dire que la souffrance des civils, elle est la même au Cambodge et en Thaïlande. Les civils des 2 côtés sont victimes de la soldatesque
thaïlandaises sont victimes de la volonté, parce que le véritable acteur derrière tout ça, ce ne sont pas les politiciens qui ne sont que des marionnettes, c'est l'armée thaïlandaise. L'armée thaïlandaise qui, depuis toujours, exprime une envie de conquête. Puis-je dire qu'un de ses généraux, il n'y a pas tellement longtemps, je crois que c'était au mois d'août, quand on lui demandait « mais jusqu'où considérez-vous que se trouve le territoire thaïlandais ?» Il a dit « jusqu'à Phnom Penh, la capitale du Cambodge ». Il y a là une récurrence d'une volonté qui remonte peut-être à des siècles de conquérir un pays qui, aux yeux de certaines élites et certainement de l'état-major thaïlandais, n'a pas le droit d'exister, devrait disparaître. Et il faut quand même le dire, et c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est un professeur d'une université thaïlandaise qui déplore tout cela. Il y a une façon de dresser les élèves et les enfants cambodgiens, thaïlandais, pardon, dans les écoles en enseignant un discours, un narratif très méprisant à l'égard du peuple cambodgien. Oui, dresser les uns contre les autres. Dans ce rapport de force disproportionné, les États-Unis soutiennent la Thaïlande. Que cherche à obtenir Donald Trump, selon vous, en intervenant dans ce dossier? Vous savez que Donald Trump, il a envie de recevoir un jour le prix Nobel de la paix, et donc, sans bien connaître le dossier, parce qu'il avait confondu le Cambodge et l'Arménie, et il avait dit qu'il avait fait la paix entre l'Arménie et le Cambodge, mais il veut être un faiseur de paix. Et il a utilisé son arme favorite dans les relations internationales, c'est-à-dire les tarifs douaniers. Et il a menacé, avec une certaine efficacité au début, les deux pays de 50% de taxes si on n'arrêtait pas les combats. Ça, c'était pour mettre fin aux combats qui avaient été initiés par une attaque de l'armée thaïlandaise le 28 mai et qui avait connu une grande ampleur vers la fin du mois de juillet. C'est vrai qu'il y a eu un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu accepté avec beaucoup de réticence, si je m'en réfère au porte-parole de l'armée thaïlandaise, par le côté thaïlandais. Mais ce cessez-le-feu n'a pas été respecté. Il y avait une clause notamment concernant 18 soldats cambodgiens, peut-être un peu naïfs, qui, le lendemain du cessez-le-feu, s'étaient avancés vers les troupes thaïlandaises pour célébrer ce cessez-le-feu et leur serrer la main, et qui ont été faits prisonniers. Au terme des accords intervenus sous l'égide du président Trump, ils devaient être restitués au Cambodge. Ils ne l'ont toujours pas été au moment où nous nous parlons. On comprend que la méthode Trump n'est pas adaptée à cette manière asiatique de fonctionner. Je pense que quand on veut avoir un vrai résultat, il faut, sur celui qui est à l'origine du conflit, peser beaucoup plus que ce que fait aujourd'hui Monsieur Trump. Mais là, on entre dans un autre domaine qui est celui des relations que peut avoir un pays avec un autre. Vous savez, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une phrase qui est sagement répétée. Dans les relations internationales entre pays, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et l'économie thaïlandaise est 100 fois plus intéressante que l'économie cambodgienne. Même si l'économie cambodgienne se relève et connaît des progrès importants, elle n'est pas aussi attractive que peut l'être l'économie thaïlandaise. D'où l'attitude, si je veux prendre les pays qui se présentent comme des grands amis du Cambodge, et notamment les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, il n'y en a aucun qui ira jusqu'à dire l'agresseur, c'est la Thaïlande. Tous disent arrêtez les combats, négocier et renvoie dos à dos agresseurs et agressés. J'ai envie de dire que dans la diplomatie internationale d'aujourd'hui, il y a un maître qui fait école, c'est Ponce Pilate. L'art de se laver les mains de l'innocence
de ceux qui sont victimes. Mais on vous entendait tout à l'heure, c'est vrai que là on voit qu'il n'y a pas de volonté de trouver de solution, il n'y a pas de volonté d'agir, d'être agissant dans une médiation. Vous ne voyez quelle issue à ces violences qui ont donc pu reprendre avec intensité en début de semaine? Mais je n'ai pas de boule de cristal. J'observe que d'un côté, le droit international, les grandes règles qui prévalent, comme par exemple l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Ce sont des principes que la Thaïlande bafoue. Ce sont les principes sur lesquels le Cambodge s'appuie. Parce que quand on est un petit pays, si on ne peut pas s'appuyer sur le droit international, mais de quoi dispose-t-on à partir du moment où aucun de vos grands amis n'intervient de manière efficace pour vous protéger? Donc, on est dans une sorte d'impasse. Le Cambodge a eu à 2 reprises recours à la Cour internationale de justice parce que, quand il l'a fait, la Thaïlande reconnaissait la compétence de la Cour. Comme elle a perdu 2 fois devant cette Cour, eh bien, elle ne reconnaît plus la compétence de la Cour internationale de justice. Parce qu'elle sait très bien que, compte tenu de ce qui se trouve dans les arrêts de 1962 et de 2013, il y a grande chance que pour régler l'ensemble du conflit sur les plus de 800 kilomètres de la frontière commune, le Cambodge verra sa frontière de 1907 confirmée. Je vous remercie beaucoup, Raoul-Marc Génard, pour tous ces éléments qui viennent compléter une réflexion sur un conflit qui effectivement est très ancien, qu'il est difficile d'appréhender en tous les cas vu de France. Je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté ces éléments précieux de compréhension. Il est 13h.